Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Bonjour Stan Neumann. Bonjour. Merci de participer à notre podcast Dialogue Paris-Prague. Nous sommes aujourd'hui au Centre culturel tchèque de Paris, dans la bibliothèque. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça fait partie de vous, la culture, la littérature tchèque dont nous voyons quelques exemplaires autour de nous? Certains auteurs, oui. Certains auteurs, oui. Malheureusement, mon tchèque est tellement dégradé que je suis obligé de les lire en traduction. Mais j'ai eu très grande passion pour Hrabal, si j'arrive encore à prononcer, j'ai plus en plus Hrabal. Voilà, pour Seifert, Čapek. Pendant longtemps, j'ai rêvé qu'un jour je ferais une adaptation de Krakatite. Voilà. Mais malheureusement, je suis obligé de les lire en français parce que en tchèque, j'y arrive, mais c'est du genre déchiffré et un peu lent. Donc, vous êtes né à Prague? Je suis né à Prague en 1949. J'y ai passé les 10 premières années de ma vie et ensuite, d'une certaine manière, j'y suis resté. Disons beaucoup en esprit. Je me sens toujours chez moi là-bas, bizarrement. Enfin, à Žižkov. Pendant longtemps, après avoir quitté la Tchécoslovaquie, j'avais la possibilité d'y retourner dès que j'avais un peu de vacances. J'étais fourré là-bas et ça s'est arrêté. En 75, quand je suis devenu français et que les autorités tchécoslovaques ont refusé de reconnaître mon passeport français. Et après, j'ai pu recommencer 90, 90, j'aimais pas trop y aller parce que je trouvais qu'il y avait trop de Français. Les Français, les Allemands, tout le monde se voyait. Et j'ai tourné là-bas. J'adore. Quand je fais un film, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai un prétexte pour rajouter une séquence pragoise ou tchèque, même si, a priori, c'est pas absolument indispensable. Ça a plutôt marché pour plusieurs films où Prague, où la Bohème, la Moravie sont présentes? Oui, c'est-à-dire j'ai fait un film vraiment sur mes histoires tchèques qui s'appelle Une maison à Prague, sur notre maison de famille à Žižkov. Et puis après, un peu plus tard, j'ai fait un film qui est une adaptation d'un roman d'un auteur allemand qui haïssait tellement l'Allemagne qu'il préférait vivre en Angleterre. Ça c'est singularité. Donc là aussi, j'ai eu le plaisir de consacrer les 20 dernières minutes du film à Prague, à la Bohème, même dans des endroits pas très gais comme Terezín. Et puis là, le projet que je suis en train de préparer, de nouveau, je m'apprête à avoir une séquence, ou plutôt 2 séquences tchèques assez importantes. Je prépare un projet pour Arte sur l'histoire de la paysannerie européenne du VIe siècle à aujourd'hui, un truc assez massif, et je vais avoir une grosse séquence sur ce qu'on appelle le second servage, qui est un truc assez pointu, c'est-à-dire au moment où le servage disparaît en Occident, il réapparaît en Europe centrale et notamment dans le duché de Friedland. Puis je vais faire une grosse séquence évidemment aussi sur la collectivisation rurale à partir de 49 jusqu'à 70. Je savais pas que ça avait duré si longtemps. Et là, je travaille avec un historien tchèque. Vous mentionnez Terezín où votre propre père a été interné. Alors il faut dire que Stan Neumann, vous êtes né Stanislav Neumann et vous n'êtes pas le premier Stanislav Neumann. Est-ce que quand on revient à Prague aujourd'hui avec ce nom, tout de suite des gens vous demandent si vous venez de cette famille, de cette lignée? Ça arrive souvent, ça arrive peut-être un peu moins avec le passage du temps.
et aussi le fait que souvent quand je viens à Prague, j'interviens dans un workshop de documentariste où je fais je sais pas, une sorte d'enseignement, disons, avec de jeunes réalisateurs. Bon, c'est quand même des générations pour qui ces histoires commencent à être assez lointaines. Mais ça m'est arrivé encore il y a une semaine, j'arrive plus à me souvenir avec qui, me dire oui, quand même. Mais ah oui, alors Stanislav Kostka-Neumann, ce n'est pas votre père. Ça c'est l'arrière-grand-père. Après il y a l'acteur Stanislav Neumann, et après il y a mon père Stanislav Neumann, et après il y a moi, et je crois que je suis le 6e, ça a commencé avant. Alors petit à Žižkov, vous étiez Standa? Standa, ouais, Standa, Stankulka, Stanicek, et toutes sortes de variantes. Ce qu'il y a, c'est que quand mon grand-père et mon père étaient vivants, et qu'on se retrouvait dans la maison de Žižkov, évidemment, quand la grand-mère disait Standa, on était 3 à lever la tête, quoi. Votre mère a travaillé dans les locaux de Radio Prague, l'ancien bâtiment de Radio Prague qui s'appelle aujourd'hui Radio Prague International. Vous avez vous-même des souvenirs de la radio? Alors oui, j'ai des souvenirs absolument fantastiques parce que j'adorais le Paternoster. Ça, j'étais toujours fasciné comme môme, et j'adorais la cantine, évidemment. Et puis, maman, elle travaillait à la section américaine. Donc, elle faisait des émissions à destination du prolétariat américain pour leur expliquer les joyeusetés du socialisme. Et du coup, elle avait le droit de lire la presse américaine. Donc, pour elle, c'était un havre de bonheur. Et je crois à 2 ou 3 reprises, j'ai été convoqué, moi, à la radio, pour jouer le pionnier modèle. Vous étiez pionnier à l'époque? J'étais pionnier, bien sûr. Moi, j'ai fait le serment et tout ça. Je sais plus comment ça, la maison Lénine, ça s'appelait, je sais plus. Mais bon, pour nous, c'était comme être boy scout, hein. Mais voilà, donc, de temps en temps, j'ai participé au reportage bidon. Bon, c'était assez innocent, hein. Après, nous, on était dans une situation enfin, je pense que mes parents, ma mère, et puis après, avec son second mari qui était français, qui travaillait aussi à la radio, ils étaient jamais très, très rassurés, hein. Donc, la consigne absolue, c'était d'être aussi, enfin pour les enfants, hein, c'était d'être aussi intégrés, aussi normaux que possible. On habitait dans un immeuble à Zelena Liška où le concierge était un flic et le monsieur du dernier, que j'aimais beaucoup sa fille, était un flic aussi. Donc on était vraiment, par exemple, avant qu'on parte en France, mes parents ont fait en sorte qu'on ne parle pas un mot de français, qu'on n'ait aucun signe distinctif qui aurait pu faire que les flics reviennent s'intéresser à nous. Là, on est en 59-60, hein, on n'est pas dans les pires périodes. Où je sais d'ailleurs pas, moi, c'est un peu un mystère parce que ma mère, en fait, avait le profil absolument idéal pour faire partie de la 2e ou de la 3e vague après les procès Slansky. Vous savez comment ça fonctionnait, il y avait le procès principal et puis après ça continuait en cascade. Et je ne sais toujours pas. Oui, bon, enfin. Elle avait d'ailleurs Liz London comme collègue à la radio. Elle avait comme Liz London comme chef à la radio. Elle était d'origine juive, allemande, ayant vécu aux États-Unis. Enfin, la totale. Et je ne sais pas si c'est parce que la protection de la famille arrivait quand même à jouer encore un peu, bien que mon arrière-grand-père était déjà mort. Enfin, mon grand-père, par contre, était très, très proche du pouvoir. Mais en même temps, à cette époque-là, la protection familiale, ça voulait pas dire grand-chose, hein. Ils s'exterminaient joyeusement entre eux. Donc je sais pas, peut-être c'était juste un coup de bol, un coup de timing, qu'ils n'ont pas eu le temps, et qu'après il y a eu 53, la mort de Staline, et voilà.
Alors, elle parlait en quelle langue avec vous, votre mère? Ma mère, elle parlait avec nous en tchèque. Alors ma mère, c'était un prodige parce que elle est arrivée en Tchéquie, elle parlait pas un mot, elle baragouinait un peu le russe, elle parlait très bien anglais, français et allemand. Elle a appris le tchèque en 10 ans et elle est devenue ensuite une des grandes traductrices de la littérature tchèque en France, hein, et interprète. Et quand Havel venait en France ou quand Jabal venait en France, c'est avec elle qu'il partait, quoi. Sous le nom de Neumanova ou déjà un autre nom? Sous le nom de Hanslo. Claudia Hanslo. C'était le nom de son second mari, qui était un journaliste communiste qui est venu à Prague envoyé par un journal communiste pour travailler à Radio Prague et qui, 6 mois après, a déchiré sa carte. Mais qui, par contre, est tombé absolument amoureux du pays. Ça, c'est extraordinaire parce que, bon, il y a cette déception politique, il y a Budapest, il y a tout ça. En 56. Il revient, il nous ramène en France, en fait, c'est grâce à lui qu'on a pu venir en France. Il nous ramène et puis il n'a qu'une envie, c'est de retourner là-bas. Quand il y a le printemps de Prague, il retourne. Et il se remet à travailler à la radio. Trajectoire assez extraordinaire parce qu'il y avait quelque chose dans ce pays qu'il avait happé, quoi. Alors, le départ, vous vous souvenez du jour, de comment ça se passe? Ah oui, je me souviens très bien. On est parti en Dakota. C'était l'époque où en Dakota, quand l'hôtesse a su que mon grand-père était un acteur célèbre, j'ai eu le droit d'aller dans le cockpit. Et puis ensuite, on est arrivé au-dessus on approchait de Paris. Et le pilote dit, voilà, on approche de Paris. Je regarde par le hublot. On était vers Melun, sans doute. Et je vois que tout est noir. Je me dis, merde, c'est con. Ils ont même pas l'électricité, tellement ils sont à rire. C'était vraiment... Après, je me retrouve à Orly et à Paris, et j'avais jamais vu autant de lumière de ma vie, évidemment. Mais comme à la maison, j'avais un petit livre sur la misère des paysans français, j'étais sûr que j'allais en enfer, en fait. Voilà, et puis bon, après, c'est la découverte d'un monde dont j'avais pas idée. Qui correspondait pas à ce que vous aviez entendu à Prague? Oui, mais c'est même pas ça, c'est que, en fait, il était rempli de choses qu'on ne connaissait pas, enfin, que je ne connaissais pas. De fruits, de légumes que j'avais jamais vus, de lumière, de sensations, de jouets et de dessins. Par exemple, je découvre à ce moment-là les dessins animés américains avec des formes très rondes. Et nous, on avait des dessins animés un peu anguleux. Donc voilà. Et après, bon, ça c'est le côté sympa. Le côté plus difficile, c'est évidemment l'exil, la difficulté avec la langue. Je parlais pas un mot. Hein. Et bon, les trucs classiques qui n'étaient pas non plus tragiques. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des situations 1000 fois plus infernales. Mais c'était difficile. Hein, c'était difficile. Puis à la fois un sentiment de déclassement, puisqu'à Prague, ma famille paternelle, c'était de la grande bourgeoisie rouge. Et donc là, on se retrouvait quand même un peu comme ça. Et en même temps, un sentiment de supériorité, parce que d'une certaine manière, l'expérience de la vie en Tchécoslovaquie, même pour un enfant, on a un peu plus de maturité. On avait à l'époque un peu plus de maturité que les mômes ici. Alors après quelques années, vous avez près de 20 ans quand les chars du pacte de Varsovie arrivent à Prague. Comment vous vivez ça? Moi j'étais à Prague en avril, donc dans cette ambiance du printemps de Prague absolument formidable et tout. Et puis après... Ça vous donnait envie de rester, Stan Neumann? Oui, bien sûr. Moi, si vous voulez, je venais de finir mes études, mes études secondaires. Donc, j'avais tout simplement le projet de faire la FAMU, hein, parce que je voulais faire des films. Donc le 21 août, coup de fil à 4h du matin d'une copine pragoise. Voilà, et donc c'était très pénible. C'était très pénible. Ce qui était très pénible, en plus, si vous voulez, ici, hein, en France, c'est que fin juin,
J'étais comme tout le monde à cet âge-là, je militais, machin. Et quand même, vous militiez les potes Mao, les... Non, pas Mao. Il faut pas exagérer, mais trotskiste, allez. Ça, on trouvait encore que c'était possible, mais fin juin, il y a eu une des dernières manifestations à laquelle j'ai participé, on était 200 000. Et fin août, on a fait une manifestation contre l'invasion russe, on était 20. Et encore. Donc ça, j'ai trouvé ça assez violent. Et après, alors moi, j'ai vécu assez intensément toute la période qui a suivi, puisque en fait, on pouvait continuer à voyager. Moi, en septembre, j'étais à Prague de nouveau. Et donc toujours avec un passeport français, sans jamais... Oui. Non, j'étais encore tchèque, moi, à l'époque. Je suis devenu français en 75. Donc là, je voyageais avec un passeport tchèque. Mais si vous voulez, il y a eu cette période entre 68 et mars 69, ambiguë. Donc je pouvais y aller. En mars, j'étais à la grande manif du hockey, là, qui a provoqué la chute de Dubček. Et même après, je continuais à aller. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en 74, parce que je voulais présenter ma femme de l'époque à mes grands-parents. Je voulais qu'ils la rencontrent. Et là, par contre, le dernier jour, j'ai eu peur, j'ai eu l'impression que je pourrais pas repartir en 74. J'ai eu peur, et le téléphone a cessé de marcher, et je me suis dit, est-ce que je vais arriver à Rousine demain matin? Puis bon, après j'ai eu une très longue éclipse, quoi. Et qui a duré en fait un peu plus longtemps que 90. En 91, j'y retourne comme ça. Mais... En 89, vous êtes devant la télé. Qu'est-ce que vous faites en novembre 1989, Stan Neumann? Je suis devant la télé. Je vais en début janvier 90 à Prague. Mais en même temps, ça me déplaît un peu. Il y a trop d'étrangers. Et je sais que à ce moment-là, je peux faire un film. Je peux revenir filmer à Prague, mais je le fais pas, et j'attends 95, parce que il y avait une telle ruée à ce moment-là de tous mes camarades cinéastes là-bas, que je me suis dit, j'ai absolument pas envie de participer à cette espèce de tourisme politique. Donc j'ai attendu 95, et à ce moment-là, je suis venu voir Arte, qui avait déjà produit 4 ou 5 de mes films, avec un projet sur ma maison à Prague, et le responsable du documentaire, qui est un type brillantissime, me dit « je ne peux pas, parce que j'en ai déjà fait un l'année d'avant, et puis de toute façon, aujourd'hui, ça intéresse plus personne. » Donc j'ai trouvé que c'était le bon moment. Voilà, mais j'ai pu faire le film quand même, mais pas avec Arte France, j'ai fait avec Arte Allemagne. Stan Neumann, pendant toutes ces années qui ont précédé la révolution de velours, est-ce que vous avez des contacts avec la communauté tchécoslovaque, avec la dissidence, peut-être avec les traductions pour votre mère? Ma mère, oui. Moi, pas tellement. En fait, si vous voulez, moi, je me suis toujours tenu bizarrement. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un effet comme ça du hasard, mais j'ai toujours été un peu à l'écart des milieux tchèques de Paris. Bien sûr, Svědectví, bon, voilà, ma mère était je pense assez régulièrement en contact avec eux, et moi je disais, quoi, mais sans plus. J'avais fait une croix, en fait, hein, moi c'est plutôt un truc un peu désespérant, quoi. J'avais l'impression qu'il y en avait pour un siècle, en fait. À tel point, par exemple, que quand toute ma famille paternelle s'est éteinte, ma sœur et moi, on a décidé de laisser notre part de la maison de Žižkov à notre demi-frère, à Julek Neumann, qui est mort aussi là. Il est mort il y a 2 ans, Julek. C'est des histoires tellement tristes toujours, hein, tellement tragiques. Mais voilà, donc pour moi, c'était... J'y croyais plus, quoi. Et voilà, donc ce qui prouve qu'on est toujours démenti par le cours de l'histoire, en ce moment dans le mauvais sens. Quel cauchemar, hein, ça.
Stan Neumann, vous avez été naturalisé français, vous le disiez, dans les années 70. Est-ce que aujourd'hui, acquérir un passeport tchèque serait une idée réalisable? J'y ai pensé. J'ai même été jusqu'à téléphoner au consulat. Et j'ai été absolument découragé par la paperasse que ça supposait. Et la dame que j'ai eue à l'époque m'a dit, si vous croyez que c'est aussi simple que d'acheter une baguette dans une boulangerie. Et en fait, moi, théoriquement, j'ai jamais perdu la nationalité tchécoslovaque. J'ai jamais renoncé. J'ai jamais eu aucun acte qui me l'aurait enlevé, donc je pensais que ce serait relativement simple. Apparemment, peut-être à cause de l'éclatement de la Tchécoslovaquie, c'est devenu une procédure un tout petit peu compliquée. Et voilà, Pourtant, vous devez avoir le fameux Rodney List. Oui, j'ai tout. Avec les Français, j'ai intérêt à avoir tous les papiers. Ah oui, c'est sûr que là, si vous tombez en plus à l'état civil de Nantes, parce que né à l'étranger, vous êtes... Mais non, mais alors, mon petit cousin qui habite aujourd'hui dans la maison à Prague est un juge. Et donc, je lui demandais de me mettre à plat la procédure, que je sache exactement quoi faire. Et voilà. Important symboliquement, sans doute, oui, parce que c'est quelque chose à quoi j'ai jamais renoncé, hein, et à quoi j'ai jamais renoncé dans ma tête. Hein. Moi, dans ma bibliothèque, je dois avoir... alors ça, c'est un autre truc. J'ai pas appris le tchèque à mes enfants. Dans ma bibliothèque, je dois avoir comme 200 livres parce que j'ai aussi tout ce qui a été publié par mon arrière-grand-mère dans les knihy dobrých autorů. Et donc voilà, c'est toujours là, c'est toujours présent. Sauf que là, en l'occurrence, je me dis, après moi, mes enfants, ils ouvriront les trucs. Ce sera une langue incompréhensible pour eux. Mais oui, ça ferait sens. Ça ferait sens, mais pas au point de me heurter à des trucs de bureaucratie. J'ai du temps devant moi, mais je préfère l'employer à faire mes films, à continuer tant que j'ai l'énergie, plutôt qu'à des démarches administratives compliquées. Ça pourrait faire l'objet d'un film, Stan Neumann et Kafka. Stan Neumann essaye de redevenir tchèque. Et que c'est encore quelque chose qui est lié à l'histoire de ma famille, parce que c'est mon arrière-grand-père qui a commandé à Jesenská la première traduction de Kafka en tchèque, qu'il a publiée dans une revue littéraire proche du parti qui s'appelait Kmen, et il a consacré un numéro entier au premier chapitre de l'Amérique, numéro entier spécial. Et c'est comme ça que Kafka et Milena se sont connus. C'est assez rigolo parce que à la mort de Kafka en 24, je ne me trompe pas, mon arrière-grand-père a écrit sa nécro. Alors je sais pas si c'était ça devait être dans Kmen aussi. Et il saluait la disparition d'un grand écrivain prolétarien. Ce qui, d'une certaine manière, était assez juste. Ouais. Stan Neumann, si vous étiez ici avec une caméra, qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à l'invité que j'ai aujourd'hui, Stan Neumann? La question, c'est que serais-je devenu si je n'étais pas venu en France? Vous la posez souvent, celle-là? Je me la pose souvent, oui, je me pose souvent la question parce que quand j'étais à Prague, j'étais le plus normal des normaux. Vraiment, j'étais le bon copain. Au milieu, comme ça, bien, un peu grassouillet, comme ça. Et je voulais rien d'autre dans la vie que d'être bon copain. Et c'est quand je suis arrivé ici que subitement, sans doute pour compenser l'exil, que j'ai décidé qu'il fallait que je me remue, que je devienne singulier au fond. Donc ça, c'est l'effet positif de l'exil. Mais en même temps, je me dis, il y aurait une autre vie plus tranquille et sans doute plus triste aussi, parce que ce que les gens de ma génération ont vécu entre 68 et
Et 90, quand même, je le souhaite à personne, quoi. Mais voilà, ça c'est une question qui m'arrive de me poser. Et que je me dis aussi, peut-être qu'un jour, je déciderai de retourner, passer un peu plus de temps que des allers-retours. Stan Neumann, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dialogue Paris-Prague est un podcast Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en 2022.